Lorsqu'Orochi eut exposé sa stratégie, il n'y eut ni remarque ni commentaire. Golgoth se leva et dit « Au turbin, la marmaille !» Comme tout ce que préparait Orochi, comme tout ce qui émanait d'elle, son plan était fin, précis et circonstancié. À plusieurs titres aussi, il était brillant, brillant par sa sobriété. Autant la première éruption et le décimage de la 33e horde m'avaient angoissé, autant la stratégie qui y répondait par sa pertinence redonnait des lignes de conduite et de portance. Y jouait pour beaucoup aussi la clarté du soleil au zénith sur le calme retrouvé du volcan. Il fallut que Caracol s'approche, qu'une moindre nonchalance de son port m'alerte, que je me souvienne, au pied levé. Je viens dire adieu à mon meilleur et plus vivant ami, le scribe sauvage. Attaqua-t-il, un immense sourire irradiant son visage. Son Altesse Orochi m'a affecté de pair avec le géopâtre Talveg à la plateforme d'atterrissage supputée du macaque sur la crête nord. Autant dire que nous allons aller prendre l'air. À ce titre, tape-lui sur l'épaule tantôt et dis-lui un mot avant qu'il se casse. Tu es sérieux cette fois-ci ? Pour toute réponse, il enleva son manteau d'Ovibo, le jeta dans la neige derrière lui et retira son maillot d'arlequin. Il me le tendit, paume ouverte, des deux mains. Prends ce maillot et enfile-le, sauveteur. Il te portera chance. Non. Prends-le, Sylph. Arrête. Je le pose là. Tu finiras par l'enfiler de toute façon. J'entends le maillot. Pas Coriolis, petit taquin. Pourquoi tu fais ça ? Qui donc où ? Pourquoi tu vas sur cette crête si tu sais pertinemment que tu vas y mourir ? Parce que vous aurez besoin de cette plateforme, hey ! Pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un d'autre à ta place ? N'importe qui peut tasser la neige et la découper à la disqueuse. N'importe qui ! Tu veux que je t'envoie quelqu'un d'autre à ma place se faire tuer ? C'est ton conseil, magistère ? Je ne sus quoi répondre. J'avais la boule de la glotte qui me bloquait la trachée. Mes joues se mouillaient. Je me rendis à peine compte que je pleurais debout. Je viens avec toi. Il me toisa de pied en cap en souriant. Ses cheveux bouclés lui cachaient par moments le sourire et il avait sorti son bout de jet qu'il tenait à la main. Orochi t'a confié la plus vitale des missions, Svechenko. Tu dois rester ici et surveiller le cratère. Tu as 3 oriflammes, un par niveau d'alerte, vert, jaune, rouge. Tu es le seul à avoir un peu d'oreille. Si l'enfre a carapté et je m'en vais. Viendez si tu veux, ça fera un bon héros de plus. Un héros plus de sentinelle pour prévenir ceux qui pourraient peut-être survivre. Viens, allez, à court. Tu sais déjà que je ne viendrai pas, hein, c'est ça. Il quitta son sourire un instant comme on retire un masque de peau et... Je sais que toi seul es aussi profondément noué à nous tous. Cette horde, ce n'est pas Golgoth, ni même Orochi qui la porte. C'est toi. Et quelle que soit la force de ton amitié pour moi, tu sauveras d'abord les autres. Et tu as raison. Tu vas compacter ton vif. Je n'ai pas de vif, petit sauve. Je suis vif. Il me prit alors dans ses bras et m'enlaça avec une chaleur qui est de celles qui forgent une mémoire et l'habitent. Lorsqu'il me lâcha, je voulus lui dire, alors qu'il se retournait déjà dans sa fuite projetée, qu'il embarquait Talveg au vol, et je les vis s'enfoncer rapidement aussi vite que possible, tel que le leur avait conseillé Orochi sur la frange étroite du cratère. Là où ils étaient, j'aurais pu encore les rejoindre en courant. 30 secondes plus tard, je ne le pouvais plus. J'avais accepté leur mort. Je vous aime, leur lançai-je tandis qu'ils étaient encore à portée de voix.
Ils se retournèrent, ils firent signe et Caracol lança pour toute réponse d'un long geste fluide son bout par-dessus le gouffre dans ma direction. Son boomerang cintra derrière moi en amorçant un S. Puis il boucla sur lui-même en dessinant un O et repartit en angle fermé, V, avant de retomber en feuille morte dans ma main. Je ramassai alors le maillot d'Arlequin et je l'enfilai en pleurant. Erg a décidé de tenter la traversée du volcan. Il pense pouvoir gicler hors du cratère si une éruption survient. Avec son aile et les hélices aux pieds, il peut couvrir l'aller-retour en moins d'1 heure. Il va longer la crête nord autant que possible, afin de repérer les rares endroits où elle s'évase suffisamment pour placer des camps de repli. Orochi a raison, le cratère est comme suspendu. Lorsqu'on progresse sur la ligne de crête, la pique est immédiat sur l'autre versant. À de très rares exceptions près, il est donc impossible de marcher ailleurs que sur le bord intérieur du cratère. Coriolis a reçu pour mission de fortifier le camp de base avec des murets de neige compacts. Darbon et Tours sont restés près d'elle avec pour impératif de lâcher leurs oiseaux aval et de ramener des proies. Larco est allé pêcher à la cage au sud du camp. Il ne peut pas couvrir beaucoup de surface. La butte est large dans l'anse ouest du cratère, là où nous avons débouché en arrivant. Mais dès qu'on part à droite ou à gauche, la langue de neige se rétrécit vite jusqu'à n'être qu'une lame. Bien le diable toutefois s'il ne braconne pas une méduse ou deux. Avec Horst et Golgoth, nous creusons des trous d'hommes tous les 100 mètres. Puis nous les tassons pour en solidifier le cylindre. En cas d'éruption, personne ne sera ainsi à plus de 50 mètres d'un abri. Idée d'Orochi, bien sûr. Ça fait 253 à creuser sur les 25 km de crête. Vous sauterez des trous vers les camps et on courra quand les conditions seront bonnes. Comptez 180-200 trous. C'est déjà beaucoup, mais je suis content d'être affecté à cette tâche. Je me sens protégé. Le travail est épuisant parce qu'on tombe souvent sur des plaques de verre et que la neige varie de la poudreuse à la glace pilée. Je travaille à l'hélice dans ces cas-là. Horst fait tout à l'appel, comme Golgoth. Taf de planquer. A râlé le Goth quand Orochi lui a demandé d'aller creuser. Y a aucun risque. Elle a doublement raison de le protéger et d'utiliser ses capacités physiques énormes pour ce travail. C'est pas Larco qui ferait ça. Ce qui m'impressionne le plus est qu'elle est partie, elle, devant. En éclaireuse pour Talveg et Caracol. Je sais lire l'air, Pietro. Je saurai m'abriter à temps, mieux que vous tous, je crois. C'est donc à moi d'y aller. Horst lui a laissé la rotofraiseuse sous crivette. Elle permet de creuser un trou d'1 demi-mètre en 30 secondes. Lorsque les sifflements ont commencé en sourdine, j'ai levé l'oriflamme jaune au bout de mon bâton et je me suis approché du bord. Sous les coulées vitreuses, de petites taches bleu foncé commençaient à s'élargir, ça et là. Erg n'était plus qu'un point à l'autre bout du volcan et il amorçait sa remontée le long des flancs sud. Du sac, j'ai sorti le corps et j'ai soufflé 3 longs coups, puis 2. Alerte de niveau 2. J'hésite, je ne veux pas les paniquer, je suis peut-être en dessous. Talveg et Caracol ne sont qu'à 1 kilomètre du camp, guère plus. Ils paraissent avoir trouvé une plateforme aménageable sur la crête et je les vois passer, tasser la neige avec les pieds. Des grondements tonnes, des grondements si nets que je ne sers plus à grand chose. Tout le monde peut les entendre. Je lève l'oriflamme rouge, embouche le corps et sonne l'alerte continue. C'est comme si les ondes du cuivre se répercutaient sur toute la surface du cratère et l'effet produit m'épouvante, mais je n'ai plus le choix. Il faut les prévenir de s'abriter tout de suite. J'arrache mon sac et je cours vers le sommet du dôme. Le vent a soudain forci. Je m'arrête derrière le dôme, jette mon sac dans la pente vers Coriolis qui me regarde inquiète. Où est Larco ?
J'ai à nouveau l'œil dans la longue vue rivé sur Talvek et Caracol et le corps dans la bouche, sans me rendre compte que j'étouffe. Je souffle encore à me déchirer les poumons. Planquez-vous dans les trous, couchez. La première rafale, un blast fluide de force 8 à 9 me frôla alors que j'étais déjà agenouillée dans ma tranchée, la rotofraiseuse en perte de rotation. Je courbai la nuque et laissai passer, puis j'épaulai à nouveau l'engin hors du trou, l'ouverture vers le flux. J'attendis que l'air se comprime et je replongeai dedans. La fraiseuse escava 30 autres centimètres de neige et de glace. Je tenais accroupie à présent. La pression aérosphérique se modifia très vite. L'air se liquéfiait. J'inspirai un dernier filet glacé, fis redescendre mon cœur et me préparai à l'apnée. Le reflux était encore suffisant pour que je risque la tête à l'extérieur. Et la risquant, je vis sidéré que Caracol et Talvek couraient sur la crête dans ma direction. Ils n'avaient pas eu le temps de creuser une niche. Ils étaient à moins de 80 mètres. Je sortis à nouveau la fraiseuse et je l'épaulai. L'air était bleu pâle. J'avais à peine 20 secondes. J'attaquai la paroi pour élargir comme je pus le trou. Il fallait qu'il tienne dedans, qu'on tienne à 3. Le volcan entra en éruption d'une manière incomparable à la première. Il n'y eut cette fois ni avalanche ni projection solide, juste du vent pur. Enfin, d'où j'étais, ce fut ce qu'il me sembla d'abord, avant que la sensation auditive et visuelle d'écoulement liquide qui remontait les pentes me fasse deviner ce qui se passait. Ils étaient à 40 mètres, pas plus, du trou d'Orochi, Talvek en tête, aveuglé de poudreuse, sa carcasse saccadée de rafales, ses pas très à l'intérieur de la pente, tant il craignait d'être décollé de la crête et de filer dans le vide de l'autre côté, Caracol marchant derrière, le visage tourné vers le ciel et presque lent. Lorsque le vent entra vraiment dans sa 7e forme. L'air, dira-t-on pour faire le point, passer la ligne et ne plus rester à la surface des choses, devient liquide, ma foi. Pas à la manière d'une eau, notez bien, ni même d'une pluie chounesque de fin de journée sur les bords ombragés de la flaque de l'Apsane. Liquide comme l'air liquide, oui, à la fraîche donc plutôt, puisque à moins de 200 et quelques degrés, ça devient moins nettement respirable à pleine poitrine. Sauf à vouloir se façonner une manière de plastron intérieur en glace véritable. D'ailleurs, pourquoi pas? Ce n'est pas ce qui personnellement et au final me gêne. J'entends antocotochrone. Ce sera, j'en ai peur, la décélération in petto. Remue-toi, Tatal. Bouge au moins les oreilles pour me faire mentir. Respire encore. Respire. Je te donne un tuyau d'aéromètre si tu veux, tiens. Respire sans en avoir l'air. Il y eut un reflux, le second. Je me redressai hors du trou et je levai la visière de mon casque. Talvek était à 15 mètres à peine. Il me fallut un nombre absurde de secondes pour réaliser qu'il ne bougeait plus. Il avait le pied droit en avant, le buste incliné et le visage en proie à une détermination insécable. Mais il était littéralement vitrifié. J'entendis alors, sans la voir venir, une salve à haute densité monter du volcan. Sous l'impact du train d'ondes, le corps de Talvek éclata en morceaux et il s'éparpilla dans l'espace.
sur le fil de la crête. Caracol était toujours en mouvement, bien en vie. Il avançait en dansant vers moi. Il fit un pas léger, puis un autre, et ses chevilles commencèrent à disparaître avec des bouts de visage et d'épaules effacés par le vent. De larges morceaux de hanches, et bientôt, il fut devant ses vêtements qui restèrent à flotter un instant derrière lui, comme s'il avait décidé de les traverser enfin. Il s'approcha d'un furtif bond sans plus de pied, à moins de 5 mètres désormais, et c'était lui encore, dans la malice du regard, dans le reste de joues froncées par le rire persistant, lui, dans la touffe vivace de cheveux blondissants qui s'accrochait encore à la forme humaine qu'il avait si longtemps adoptée et reconduite. Dessous apparaissait cependant l'architecture admirable de vent qui le soutenait depuis des dizaines, depuis des centaines d'années peut-être. Les puissants jets torsadés des muscles, la tubulure fluente des eaux bleues qui n'avaient à cet instant-là plus assez de vélocité interne, plus assez de vitesse pour fermer convenablement le nœud d'accélération qui assurait leur compacité. C'était un spectacle absolument unique et époustouflant que de le regarder mourir à quelques mètres devant moi, sans même paraître souffrir, juste fatigué au flux sang, juste incapable de soutenir l'effroyable décélération que lui avait insufflé l'air liquide et qui touchait à présent sans doute son esprit et qui engourdissait à rebours son inhumain brio dont la pelote de lueur pourtant, présente longtemps à hauteur du visage, jetait autour d'elle un bleu d'outre-mer si intense qu'elle fut la dernière à être dispersée par la brutalité abjecte des vents linéaires. Lâche Larco, lâche ta cage! Y a une méduse dedans! Lâche, tu vas te remporter! Il ne veut pas revenir aux redouilles, il veut bien faire. La cage le soulève du sol, par à coups il se cramponne. Sauf, viens m'aider! Il ne veut pas lâcher. Je m'agrippe à lui, il décolle d'un mètre puis retombe, redécolle, il est traîné. Les tentacules de la méduse dégoulinent à travers l'osier. Elle n'est pas complètement morte, puis elle pompe l'air et en relâche. Larco s'est enroulé la corde autour du bras. Il tire de toutes ses forces, il ne m'écoute plus. Je peux pas perdre la cage, Corio! Aide-moi! Je me jette sur lui. Je l'attrape par ses ceintures. Les rafales sont infernales. Lâche tout! Il n'a pas vu la crête approcher. Il se rétablit de justesse sur le bord. Dos vide, il réalise où il est, c'est trop tard. Je reste devant lui sans oser bouger, sans oser l'employer. Je veux hurler « Lâche !» Mais rien ne sort. Je veux hurler. La rafale le soulève à nouveau. Cette fois-ci, il est pendu en l'air. Il s'envole avec la méduse piégée dans la cage. Il prend 1, puis 3, puis 10 mètres d'altitude. Il a dépassé le point où il aurait pu encore lâcher et il s'élève très vite. Il monte sans un son, sans un cri. Pourrais pas dire comment je l'ai repéré. L'habitude. Je rentrais fissa de mon survol du volcan, heureux d'être encore ici. J'avais échappé à l'éruption en prenant 2 kilomètres de champ plein nord. Un point dans le champ visuel. Je l'ai cadré à son manteau rouge. Il y a tenu à ce manteau. Vous me retrouverez plus vite sous les avalanches, un truc comme ça, la Larco. Eh ben, je t'ai vu, le rouge. Il s'est enfilé une thermique de fin d'éruption et il monte en flèche. Il va geler. En dessous, à 9h, bord de crête, c'est Coriolis. Évidemment, la princesse bien gaulée. Je plie les genoux. Je plie les genoux, je relève les hélices en propulsion, enroule la thermique. Tiens le coup, l'arc! Que je lui gueule. Il regarde partout dans le ciel, ahuri. Oh, il se croit déjà au paradis? Il m'a pas vu.
Il y a une méduse qui lui coule dessus, pas grosse, une rose, mais de quoi bouffer. Coriolis crie en dessous. Je la ferais bien crier de temps à autre, celle-là. Il est pas prêteur, le Larco. Il y tient. Moins qu'à sa cage, faut croire. Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut? Il passe la barre des 200 mètres au jugé. Il va geler ses pliés à présent. Et s'il gèle, il lâche. D'un coup, l'adrénaline me secoue. J'anticipe la chute. Plus le temps d'inverser les hélices. Je les ai réglées pour le volcan, pour m'aspirer vers le bas quand ça envoie violent du dessous. Principe des contrats, tout connement. Ça pue, macaque. Je me place à son nadir, je bloque les hélices, ça grimpe encore trop lentement. Il a 30 mètres d'avance et la méduse piégée l'allège comme un ballon. Il dérive. Il vient d'empoigner un tentacule. Il lâche par réflexe, tombe en chute libre. J'arme l'arbalète méca, un automatisme, le harpon est enclenché. Je tire sans réfléchir, je touche. C'est quitte ou double. Je vais prendre 70 kilos lancés en poids mort dans le harnais. La surface de ma voile va amortir la traction. On va piquer de 60 mètres environ. On a de la marge, ça doit passer. Erg l'a sauvé, il l'a sauvé. Il l'a attrapé au lasso en plein vol, j'en reviens pas. C'est pas croyable ce qu'il arrive à faire avec son parapente. Il pose Larco, il se pose juste à côté, je cours vers eux, j'ai eu tellement peur, j'arrive et... Tu l'as... Ça arrive, Corio. Je croyais que tu l'avais... Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Que je le laisse s'écraser de 200 mètres de haut? Tirer une cible qui chute au harpon, en plein vol? Essaie toi-même. Tu verras. J'ai cherché à harponner les fesses. Il aurait été blessé, mais il aurait survécu. Tu l'as empalé? Je suis désolé. Le harpon lui a traversé la cage thoracique. Il était de face. Au mieux, dans cette position, j'aurais pu harponner sur la hanche. Je vieillis, c'est sûr. À l'époque de Silène, je savais faire ça. J'ai honte. Ce n'est pas pour Larco, il n'aurait pas fait long feu ici, ça se sentait. C'est pour elle. C'est aussi que la cage, elle ramenait à manger, mine de rien. Vent borgne. Surtout que les autres l'aimaient bien, Larco. Moi, pas trop. Quoique, parfois, il me faisait marrer. Lorsque le soleil s'effondra derrière les montagnes, loin là-bas, loin à Val, dans la direction de Camboban, Arval n'était plus là pour le saluer d'un cercle tracé dans l'air, son rite. Caracol était mort, Talvec était mort, Larco, voir mourir, avait dit mon père. Les voir mourir. Je n'avais rien compris quand il me l'avait dit. Mon cerveau aussi, bien sûr. La boîte crânienne, la machinerie, compris. D'accord, papa, compris. Ça sera dur, hein, je sais, je serai fort. Il m'avait regardé, il n'avait pas insisté. Il devait savoir à quel point c'était intransmissible. La béance qu'on a dedans. Le béant. Lorsque le fauconnier revint bredouille de la chasse, Golgoth lui annonça. Il lui demanda s'il voulait voir le corps de Larco avant qu'on l'enterre. Darbo demanda pour les autres où était leur corps. Ça craqua en moi, d'un coup.
Le noyau, la coque dans l'étau. J'ai eu l'impression que ma colonne fondue, liquide de souffrance, venait de regeler sur la seule image d'Arval galopant. Toutes mes sutures pétèrent dans mon dos. Je ne me tenais plus assis. Ça se vida des poumons sans larmes, sec. Je hoquetais. Je renonce. Les 2 mots m'étaient tombés de la bouche, Moi aussi. dit Coriolis, vitrifié, Moi aussi, j'abandonne. déglutit Darbon, Je rentre avec vous. dit Pietro, Je suis des vôtres. finit par bredouiller l'autoursier. Orochi se lève sans nous regarder. Elle touche l'épaule de Sov et l'embrasse dans le cou. Elle fait quelques pas dans la neige en direction du volcan. Il est à nouveau d'un calme insolent et malsain. Golgoth se tait. Je crois que s'il ouvre la bouche, Sov le tue. Nous n'avons strictement plus rien à manger. La dernière flasque d'huile a été bue ce midi. 1 goulée chacun, même plus de farine à avaler sèche. J'ai jeté le sac ce matin. Les réserves sont à 0. Nous sommes au bout de la quête. Notre horde est tombée à 9. Continuer sans éclaireur, sans notre géomètre, sans braconnier, continuer sans manger, ça ne tient plus debout. Il faut savoir accepter la honte de survivre. Matsukaze avait raison. Je les comprends tellement maintenant. Nous allons repasser le pont avec la technique de l'arco. Redescendre le pilier Bracauer. En rappel, nous n'aurons pas été plus loin qu'eux. Planter le drapeau. Dérisoire. Dans le cirque, l'autour pourra sans doute lever une marmotte ou un renard bleu. On peut tenir à la descente à jeun et on peut s'en sortir en bas. Dans 3 semaines, en demeurant attentifs et prudents, nous serons de retour à Camboban. Nous retrouverons Alm et Aoi, sans doute Silanfre s'il a tenu le coup. Mes parents seront aux anges. Une nouvelle vie commencera. Il est encore temps, J'ai une proposition à vous faire. annonça Orochi en revenant vers nous. Elle avait laissé tomber ses cheveux et retiré toutes ses babéoles. On t'écoute ? Nous en avions parlé avant notre départ de Camboban. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est à propos du corps des morts. C'est non. Bondit immédiatement Coriolis. Non, tu ne boufferas pas, salope. Elle s'est levée, elle aboie à hauteur du visage d'Orochi qui recule d'un pas. Il voulait pas qu'on le mange, il l'a dit. Il me semble qu'il a précisément dit le contraire. Assène Orochi sans se démonter. Pietro, tu te souviens de la discussion ? Je n'assimile d'abord rien. Je les regarde tour à tour. Orochi me répète la question. Ça finit par pénétrer. Je m'en souviens, Larco a dit qu'il serait heureux qu'on le mange s'il mourrait. Si ça pouvait nous aider à survivre, il a donné son accord oral. Il a même dit que l'idée lui plaisait plutôt, qu'il aurait l'impression de poursuivre sa vie en nous si ça arrivait. Confirma Sov d'une voix déraillée. Vous mentez ! Mais nous ne mentions pas. Nous respections ses volontés et sa mémoire. Golgoth alla chercher le corps. Erg alluma le feu avec les vêtements de caracol récupérés par Orochi. Il retira le harpon de la cage thoracique, puis il dépeça le cadavre de Larco avec une efficacité de praticien, au bout de chasse. Orochi prit sur elle d'aller parler à Coriolis. Elles s'isolèrent. Il y eut des cris. 1 heure plus tard, Coriolis revint grave. Elle demanda à manger la première part du corps. Elle le fit en tremblant, mais elle mâcha. Puis elle avala, puis elle déglutit. Sur les 9 survivants que nous étions, seul Darbon refusa de manger. C'était son droit. Il était au bord du gouffre. Il avait des crises de sanglots qu'il n'arrivait plus à réprimer. Lui, si fier avant Norska. Ça ne va pas, Darbon ? Il ne put d'abord pas répondre. Il se tenait le ventre, puis... Mes faucons sont des gousseaux. Ils n'ont pas ramené une proie depuis. Le tour est bien plus fort. Je ne suis plus à la hauteur de ma fonction. Ce n'est pas grave, Darbon. Personne n'est à la hauteur de toute façon. Si,
Tours et Schiste sont à la hauteur. Je n'ai rien ramené aujourd'hui d'Arbon, pas plus que toi. Et ce que fait Schiste, il ne le doit qu'à lui. Sa morphologie est plus adaptée à ces bourrasques de montagne. Ce n'était pas très exact, bien que ce fût gentil. Dieu des souffles, comment put-il? Car ce qui se passa soudain, ce fut la salve qui fait déborder la stèche. Le sommet de l'absurde dans cette journée ignoble. Assis, Darbon bascula vers l'avant, dévasté par un nouveau sanglot, et de son manteau entrouvert glissa un faucon. Il était inerte. Je n'en crus pas mes yeux, il était carrément mort. Étouffé de mes mains, nous expliqua-t-il, fier et si honteux à la fois. Puis il sortit le second faucon, assassiné lui aussi, des deux mains par leur maître. Ni moi, ni personne n'avions la force de l'insulter pour l'insanité de son geste. Nous étions à bout, complètement à bout. Il fit cuire ses faucons dans le même feu que l'arco. Il les mangea tous les deux sans même enfumer une partie, sans même les conserver dans la glace, sans même en proposer aux autres. T'as pété un boulard, Darbon? Tu nous fous dans une sale putain de merde, tu piges ça, connard? Lui cracha finalement Golgoth. C'était sa première phrase depuis que Talveg et Caracol avaient disparu. Ce fut sa dernière de la journée. La nuit, nous eûmes de la place dans la tente. De la place à crever de froid. C'est pas qu'à 4, le macaque. Orochi, Horst et moi, y aurait pas eu moyen de traverser cette verrière, moitié par potage aérien, moitié en décanichant à toute berzingue sur la crête, le rotoff à l'épaule, pour se faire un terrier en cas que... C'est plutôt que ça m'aurait raclé de voir Sov et Pietro s'effondrer, avec les oisiers et la tchotchotte en prime. D'un coup, ils voulaient lâcher la rampe. Je sais pas ce qui bertant ça dans leur calebasse toute la nuit. Ils étaient debout, les 5, à l'aurore, à parloyer, tout affourbaudi, autour du tas de cendres. J'entendis Orochi se rebrailler et finit les rejoindre. Moi, je m'enfouillais dans le duvet pour pas chercher à savoir. Sûr que d'avoir devant nous une semaine de viande changeait la donne. Il allait falloir le manger quand même. Quoiqu'on allait manquer de bois tantôt. Sûr qu'on atteignait le bout du monde et que le mec qui avait pu aller au-delà de cette cuvette de chiottes mammoutal avec le casque d'aplomb au-dessus des godasses. J'étais prêt à poser ma paire sur une table en granit qui n'existait pas. Je veux dire, pas encore. Sûr que ça se jouait maintenant. RK avec la 7ème, qu'il fallait débloquer le ventilo au fond de la boîte à miracle et surtout se dire qu'avec l'Oroche on n'avait jamais plié sous Furban. Puisqu'on avait toujours le macaque avec son aile. Traverser la cuvette en une moitié d'heure. Ça que je sache, la 33ème, ils avaient plus leurs combattants et pas d'ailes, juste leurs petons. Ça te les mate, ça, hein? Puisque je vous ai convaincu, je résume. Horst, Pietro, Darbon, Golgoth, vous continuez à progresser sur la crête nord en creusant vos trous d'hommes. Vous avez atteint quelle distance hier? À la louche 2 km. Bon, vous avez vu que c'était efficace en cas d'éruption. Efficace si vous bloquez votre respiration dès que vous sentez que la consistance du vent change. Sinon, Erg va porter Sov en parapente sur la plateforme du camp 1. C'est là que j'avais commencé à tasser hier. Le camp 1 est à 3 km d'ici, par la crête, beaucoup moins avec l'aile. Sur la plateforme, il va faire 9 trous à la rotofraiseuse, plus 1/10 pour abriter le matériel. Ensuite, il remonte la crête vers vous à raison d'un trou tous les 100 mètres pour assurer la jonction. Erg porte ensuite le matériel. Il lui faudra une dizaine d'allers-retours. Tours, tu continues à chasser en bord de crête sud. Coriolis, tu fais le guet au camp de base et tu prépares les sacs pour Erg. Quand il aura fini, il viendra vous chercher, toi et Tours. Si la chance est avec nous, Erg aura le temps de nous paraporter un par un avant la prochaine éruption. Ça devrait accélérer les choses. Pourquoi on reste pas tous au camp de base et Erg nous prend les uns après les autres et nous porte au bout du cratère directement? Regarde, ce matin, ça n'a pas bougé depuis l'aube. J'ai Coriolis. Et ça ne bougera vraisemblablement pas. Pas avant qu'on ne bouge nous. Et alors pourquoi ils vont se tuer à creuser 200 trous? Parce que le
le volcan est métissé avec nous. Comment ça? Coriolis, tu ne veux pas mûrir tout simplement? Il y a un continuum de vent qui circule à l'intérieur du cratère et dont nous faisons partie. Sa texture est fragile, elle est surtout très réactive. Chaque fois que tu inspires, chaque fois que tu expires, tu propages des vibrations dans ce continuum. Notre vif même produit des cercles d'ondes sur plusieurs kilomètres. Dès que Erg décolle, il déplace un train d'ondes, il modifie inévitablement ses équilibres. L'éruption d'hier, par exemple, a été pour l'essentiel due à la traversée d'Erg. À cause de l'aile? À cause de l'aile et des hélices. À cause du double vif qu'il porte surtout. Tu veux donc qu'on limite les impacts aérologiques? Conclut Sauve. J'ai peur de vous en dire trop, comprenez-le. Mais peut-être plus encore de ne pas en dire assez. Certains le savent, mais ma mère a développé une hypothèse extraordinaire sur Krafla. Kravla? Krafla, c'est le nom qu'elle a donné au volcan. Son hypothèse est que le volcan pourrait être suspendu hors de toute terre. La totalité du volcan, socle et soubassement compris, parois, cônes, pentes de neige, lave, Suspendu où? C'est n'importe quoi. suspendu dans l'espace, dans le cosmos. Elle pense que l'extrême amont commence au cirque de Krakauer et que Krafla est un avant-pont d'air compact jeté sur le vide, comme une corniche de glace qui déborde d'une crête, si vous voulez. Jeter sur quel vide? C'est de la foutaise. Le vide du cosmos. Krafla serait donc, dans cette hypothèse, la proue d'un navire. Imaginez maintenant que notre Terre soit ce navire, un gigantesque navire qui fuit à travers le cosmos. Le vent linéaire que nous subissons partout est en fait le vent relatif produit par le déplacement du navire. Nous sommes nés à la poupe. Cette poupe est Haberlas. Et nous avons passé notre vie à remonter à pied tout le long du pont supérieur jusqu'à la proue. Krafla. La proue est fragile. Elle encaisse les turbulences propres à tout bord d'attaque. Elle est faite d'un matériau tampon entre l'atmosphère où nous respirons et le vide. Ce matériau, c'est évidemment le vent. Un vent comprimé sur l'avant par la pénétration, visqueux en raison des écoulements le long de la coque, gelé au contact du vide stellaire, bref, turbulent. Si ta mère avait raison, nous devrions encaisser le vent linéaire pleine face. Or, t'as remarqué ici, il n'y a plus de rafalant est-ouest. C'est l'inverse. On est dans une niche, on est protégé, ça tient pas son truc. Nous sommes protégés par l'arc amont du cratère, précisément. Nous sommes dans la dépression, derrière le bord d'attaque. J'y crois pas, c'est trop dingo. Moi non plus. Et toi, Orochi, tu y crois? Disons que j'attends d'être de l'autre côté du cratère pour croire ou ne pas croire. Erg a dit qu'il y avait une mer de nuages sur l'amont, sinon nous serions déjà. Moi, j'ai longtemps pensé que nous étions embarqués sur un vaisseau de terre qui filait dans l'espace et que le vent axial était généré par ce voyage. Atteindre l'extrême amont dans cette optique revenait pour moi à prendre les commandes du vaisseau, quitte à en changer le cap. J'avoue qu'à 20 ans, cette mystique, je l'ai complètement abandonnée. Et je suis rentrée dans l'immanence du vent, les crônes, le vif, les 9 formes, qui s'est révélé autrement plus fiable. La rapidité, chacun en était conscient, la rapidité d'exécution s'avérait primordiale. Plus encore après les explications d'Orochi sur le continuum qui réticulait chacun de nos gestes à son incompréhensible impact vibratoire sur les couches d'air chaotiques du volcan. Dès qu'Erg me posa, j'attaquai les trous à la Rotov, épaté par son efficacité, tout en gardant un œil sur le bleu translucide des nappes vitrifiées et sur les 3 cônes gris clairs qui pouvaient siffler d'un instant à l'autre. Ce fumier de Darbon, il avait tenu son rang partout, de plus loin que je récure le chaudron. Il en imposait avec ses faucons de seigneur, le bougre, et il en avait ramené du gibier à plumes et à peau. Il nous avait sauvés de ripaille à la farine. Je le croyais carré du bocal, solide du croc, incapable de caquer mou, et voilà. Part en vrille, là, loin. Il se débobine en direct. Bouffer ses faucons. Est-ce que j'irais me goinfrer de la pogne, moi? Tant qu'à déconner dans les grandes largeurs, que Sauf se croque son carnet de contre, juste pour rigoler. Ça pouvait pas le mener loin.
ça suintait le suicide du cerveau. T'enlèves faucon à fauconnier, je suis pas sauve, j'ai pas la gouaille du trou bas. Mais il reste quoi? Il reste niais, hein? Vous voyez que j'ai de la LED quand je veux. Il a fait 1, 2, 3 trous. Il tenait à peine sa pelle, il avait la fièvre, il balançait des épaules, il gingeolait à l'aplomb de la pente, hic et hac. Et quand je me suis décidé à aller le bousquer, il a ripé sur une plaque de verre qui affleurait sous la neige et il a débaroulé sous la pente avec un nouveau pote à lui qui s'appelait Ava Lanche. Fallait pas me demander de chialer là. Je pouvais plus. J'ai compté 8. J'ai récupéré sa pelle dans le trou et j'ai braillé à Erg d'aller chercher, jeter un coup d'œil d'aile le long de la coulée au cas où. Une sale fin c'était. Les faucons, ça nous levait la tête dans le... Les faucons, ça nous levait la tête dans le ciel. Ça faisait beau à les voir et Darbon, il avait la classe du métier. Un rien fierotte, mais il les dressait d'équerre, ses esclames. Il n'avait pas à rougir devant Tours, même si Tours, l'air de rien, est un sacré cador. Quand Erg a déposé l'autoursier, nous étions déjà tous dans nos trous à verrouiller les casques. Orochi est sortie pour prendre des mesures à l'aérotor. Elle a incliné l'objet sous tous les angles. Pour nous, ça reste un bricolage de coupelles, de girouettes et de minuscules hélices qui roucoulent. Pour elle, c'est une merveille technologique. Qui plus est fabriquée par sa mère, donc génial. Elle ne se hâte pas de se remettre dans son cylindre de glace. Plutôt bon signe. Ça s'annonce assez tranquille. Juge-t-elle en continuant à observer les coupelles qui tournent et le mercure qui monte. Ça veut dire quoi, tranquille? Qu'on va juste paumer 2-3 gars? Plaisante le goth. Il a le casque enfoncé jusqu'aux sourcils. Le volcan va éjecter un Krivetz de force 7, guère plus à mon avis. Les failles dans la cuvette sont très larges et le verre fond lentement. La pression effusive va rester à peu près constante et il ne devrait pas y avoir d'à-coups très marqués ni d'explosion. Juste un anabatique soutenu qui rendra difficile la progression sur crête. Tu crois qu'il faut attendre? Non, nous oui, mais Erg doit pouvoir sortir et pas rapporter un creuseur au camp 2. Ça fait 8 km compte d'une traite. Rappelle Erg. Nous allons attendre un quart d'heure, histoire de vérifier mes hypothèses. Ensuite, nous réglerons les pales de tes hélices aux semelles. La poussée ascendante du volcan sera forte, mais la rotation induite aux hélices compensera en t'aspirant vers le bas. En équilibrant voilure et hélice, tu dois pouvoir stabiliser ton vol et assurer les portages. C'est sûr, à condition de bien calculer le niveau de charge. Orochi ne répondit rien puisqu'elle calculait déjà, de tête évidemment, et qu'elle notait du doigt sur la neige les résultats intermédiaires. Les hélices qu'Erg vissait sous ses semelles étaient d'un acier si bien trempé que je n'imaginais guère qu'il les raccourcisse à la disqueuse. De toute façon, il maîtrisait en partie la vitesse de rotation avec l'inclinaison du talon en les faisant frotter plus ou moins fort sur l'arrondi des hélices. Le problème se poserait plutôt si le vent devenait trop appuyé. La voile gonflée dominerait alors. Avec juste ton poids, ça risque de ne pas passer, Erg. Il va falloir que tu transportes un gros gabarit avec toi, sinon tu vas partir dans les étoiles. Je vais prendre Horst pour le premier voyage, c'est le plus lourd de tous. Ça te va, Horst? Pas de problème, je prends la rotoff et je vous prépare le terrain là-bas. Je vous fais une niche chacun, c'est ça? Alors allez-y tout de suite, car l'éruption monte doucement en puissance. Absorbé par mes calculs, par cette rationalité rassurante des chiffres, j'avais fait une erreur. Une erreur d'un autre ordre, extérieure à la technique. Une erreur terrible.
Lorsque j'en pris conscience, Erg et Horst étaient hors de portée de ma voix. Ils survolaient le cratère à plusieurs kilomètres de nous, oscillant sous rafales ascendantes. Ils peinaient à tenir leur altitude, tantôt piquant et tantôt s'élevant, Erg devant, Horst accroché dans son dos. Ce fut Sov qui perçut le problème le premier, avec candeur. Tu n'as pas peur que leur vif crée quelques turbulences? À eux deux, ils portent 4 vifs, Horst à celui de son frère et Erg celui de Furost. Sov s'était mis dans un trou contigu au mien, si bien que les bourrasques de grésil remontant la pente couvrirent pour les autres sa remarque. Je hochai la tête et lui fis signe de se taire. Oui, Sov, c'était une catastrophe. Yak, ça paraît collé, il en chie Erg. À piloter avec un mamouto de la taille de Horst, en plein rafalant, Comac, sa toile gigote. Il trace pourtant. On tient le bon bout. À 8, il va faire les voyages FISA. Au pire, on peut se les tester avec des blocs de verre. On va faire un sacré bond si ça se maintient. J'aime bien cette solution. Ça pinaille plus, hein? Ouais, bah... ça se gâte de tout go. Y a dans l'air une secouée à échabouir un aigle. Peut pas m'empêcher de sauter hors de mon trou pour voir. Orochi gueule ce qu'elle peut et d'abord je capte rien. Encore que le vent a stoppé net dans la cuvette. J'écarquille tandiment que Horst et le macaque perdent là-bas une pelletée d'altitude et qu'ils plombent vers le cratère faute de rafalant. Au visage d'Orochi, je sus qu'elle ne saisissait plus ce qui se passait, ni même de le deviner. Elle sortit d'un bond de chat de son abri et s'avança au bord de la plateforme. Je la suivis. Rien ne paraissait avoir changé, si ce n'est qu'un silence cotonneux avait subitement empli le cratère. Les rares coulées déclenchées par l'onde de choc glissaient sur des pentes lointaines en chuintant. Lorsqu'elles s'arrêtèrent au bord de la zone vitrée, le silence s'imposa avec une prégnance bourdonnante. Erg et Horst plongeaient vers le volcan au ralenti, Erg cherchant, dans un enchaînement d'ici dérisoire de virements de bord, à enrouler une thermique introuvable. Au fond, le soleil étincelle sur le verre rigide des coulées récentes. Les longues pentes blanches brillent, intactes d'avalanches majeures. L'air est sain, ni épais, ni liquide. Aucun souffle ne le trouble. La réverbération brûle la rétine. Tu y comprends quelque chose, Orochi? On dirait que le volcan s'éteint. Une force a absorbé les vibrations de l'air. Quelque chose qui n'est pas visible pour nous. Ça bouge, ça se déplace? Ça monte en direction d'Erg. C'est là que je sens converger les vents résiduels. Sur eux? Non, vers cette force. Qu'est-ce que ça peut être? Insistai-je, conscient aussitôt de la vacuité de ma question. Orochi jeta un œil rapide sur l'aérotor et prit une respiration torrentueuse. Expirant, elle lâcha une série de bas explosifs en direction d'Erg et de Horst. La salve s'étouffa en vol. Ce ne peut être qu'un crône. Le volcan vient d'expulser un crône. À ces mots, tout ce qui restait de notre horde fut debout sur la crête à scruter le volume du cratère. Seul un crône peut absorber aussi vite une telle turbulence de flux et le boucler dans son cocon. Il nettoie les trains d'ondes et laisse l'air étale autour de lui. Ça ne peut être que ça. Et pourquoi on ne repère pas sa carapace? Tous les crônes ont une carapace. Pas tous, non, loin de là. Il y en a 1 ou 2 chaque jour qui nous passent à côté sans qu'on les remarque. Il faut que nous avancions sur la crête. Il faut qu'on se tienne le plus près possible d'Erg et de Horst quand le crône va les atteindre. Épaulez vos sacs et foncez. Grouillez-vous, relaya Golgoth. En l'absence de tout vent, la course sur la crête me parut d'une facilité déconcertante. Les 3 kilomètres qui nous séparaient de l'endroit où déclinaient Erg et Horst furent parcourus en moins d'un quart d'heure. C'était une occasion unique d'avancer et Golgoth en prit sur le champ conscience. Pietro, Corio, Tours et Sov, vous continuez à bloc sur la crête. Courez tant que vous pouvez et dès que ça vibre, vous creusez. Non, on reste là. Courez à fond, vous retournez pas. Il avait tellement raison. Tellement que Golgoth et moi aurions pu courir aussi si je n'avais pas eu cette responsabilité écrasante envers Erg et Horst. Ils étaient à 400 mètres en contrebas.
Erg avait dû inverser ses hélices pour profiter de la moindre brise ascendante, mais il perdait près d'1 mètre par seconde et venait racler la pente par moments pour se freiner. Subitement, un couple de choucas surgit de derrière la crête et je sursautai. Les oiseaux plongèrent aussitôt attirés par la voile rouge du parapente d'Erg quand tout à coup, l'air se brouilla et grésilla autour d'eux. 1 seconde plus tard, il y avait 4 choucas. Golgoth me regarda ébranlé. T'as vu ça aux roches ou je berlue? Ils étaient pas 2 là tantôt? Si, je crois. L'air se brouilla à nouveau, cette fois-ci autour de la voile rouge qui bava plusieurs longues secondes comme une aquarelle fraîche étalée à la main avant de s'étirer lentement et de se détacher du rectangle d'origine. Ça me donna l'impression d'une traînée de couleurs qui aurait pris sa propre autonomie, hormis que les lignes du second rectangle, d'abord floues, se précisèrent dans l'espace et furent bientôt indiscutables. Il y avait à présent 2 voiles rouges, en dessous de nous, qui filaient dos à dos, séparés d'une 20aine de mètres. Macaque, Horst! Savec! Qu'épesque? Ça manque de vent par chez nous! Orochi me regarde, je suis franc et garouillé. J'ai la suée qui me dégouline du casque. Je l'enlève, elle percute pas plus. D'ici on cadre que les 2 voiles, pas qu'il y a dessous, mais ça sent le cronage. Le cronage à pleine niflée. Le cronage tout droit sorti d'un bouquin de blas érudit, café de bouffonnerie théorique impossible, juste là pour gonfler la légende, pour ajouter une catégorie qui fait peur, le toche-marmot parfait, qui te les allonge aux pieux à l'esbrouf et te les endort au rêve branque. Le cas jamais vu par aucun oblique, jamais confirmé des yeux vrais. Faut que ça nous tombe dessus. Pourquoi l'éruption reprit aussitôt après, je ne saurais le dire avec certitude. Soit qu'à 8 vives concentrés dans 10 mètres cubes, la structure aérologique du cratère se distordit brusquement, soit que le clonage opéré par le crâne absorba trop d'énergie. Toujours est-il que les failles se rouvrirent, libérant à nouveau un solide rafalant. Sous la poussée, les 2 ailes remontèrent très vite à notre hauteur et je pus alors constater l'incroyable. Erg et Horst avaient bien été dupliqués. Encore barbouillé par la traversée du Krone, ils n'arrivaient manifestement pas à réaliser ce qui s'était passé et ils s'élevaient machinalement au-dessus de la crête, ignorant leurs doublons. Devant nous, les 2 pairs volaient avec strictement le même matériel, la même exacte physiologie et au même moment. Seuls les différenciaient leur position dans l'espace. On dut à Horst de réagir le premier en apercevant son double. Suspendu à sa réaction bouleversée comme nous l'étions, sa capacité immédiate d'assimilation de l'événement nous stupéfia tous. Karst! T'es revenu! Ouais, je suis là! Karst, c'est toi! Hé, je veux, Savec, frérot! T'as vu la saute au vent et j'ai cru qu'on allait toucher le fond, pas toi! Oh, Surda, ça secoue ici, hein! Il y eut alors un flottement d'une étrangeté abyssale dans le regard de Horst ou de Karst, je ne savais déjà plus. Ils étaient très près de nous à présent à faire des 8 au niveau de la crête et une joie immense, une joie de gosse absolue irradiait la figure de Horst et de Horst. Il prit conscience que son frère était vraiment là, en face de lui, à moins de 20 mètres, épais sous le soleil, avec une voix qui parlait. Il repensa peut-être en un éclair à la prédiction que Caracol lui avait faite. Ils ne se quittaient plus des yeux. Ils se regardaient comme si c'était à nouveau la première fois. Et en même temps, s'étaient-ils jamais réellement séparés? N'avaient-ils pas, mais si bien sûr, n'avaient-ils pas en eux le même écheveau d'expériences vécues et les mêmes souvenirs? Ils étaient toujours les jumeaux Dupka, les frères éternels et indissociables, et ils le savaient. Tu repenses à l'Apsan, pas vrai, Horst? Ah, sûr que j'y repense, tu m'as foutu la trouille là-bas. T'as cru que j'y passais avec le corroyeur, pas vrai? Mais hein? comment? En même temps, je savais qu'il t'en faudrait plus pour te geler les miches, hein. On est des Dupka, non? Et Dupka pas caca! Dupka pop caca! Et ils rirent dans le ciel. Ils rirent de cette blague pour nous si infantile,
Ils rirent jusqu'à ce que les deux ergues leur détachent leurs mousquetons et les déposent sur la crête, et qu'ils courent se jeter les bras l'un dans l'autre. Et qu'ils courent se jeter dans les bras l'un de l'autre. Et je ne savais pas quoi dire. Sov et Pietro étaient revenus à présent et ils observaient sidérés la scène. Et je me demandais qui était le Horst d'origine et qui était la copie. Et si ce distinguo avait le moindre sens. Et comment il était possible qu'un même corps et qu'un même esprit, répliqué dans l'espace, puisse se reconnaître pour différent et le vivre dans une schizophrénie magnifique et emboîtée, puisque immédiatement, dès les premiers échanges, ils s'étaient positionnés l'un comme Karst, l'autre comme Horst. Alors même qu'il ne pouvait plus y avoir de Karst, juste un pur doublon généré par un crone, juste une copie parfaite, une copie qui contenait seulement le vif de Karst, de sorte que c'était sans doute ça, ce vif qui impulsait de l'inconscient radical la réinvention d'un frère, du frère tellement aimé, du jumeau, dont la mort n'avait tout simplement jamais pu être acceptée ni surmontée, et qui trouvait là une solution concrète à ce manque sinon incomblable. Une solution si étrange parce que fabriquée, si glaçante en soi puisqu'elle n'offrait pas le retour du frère réel mais un duplicata de soi qui endossait la projection mieux qu'il l'incarnait avec la totalité en lui du même coup des souvenirs communs, hormis l'épisode de la flaque, ou même pas, puisque la puissance fantasmatique de l'arme de Horst avait dû depuis longtemps déjà réformer l'accident avec une autre issue. Cette issue qui maintenait à bout de bras et d'espoir son frère vivant en lui depuis l'Absane. C'était vertigineux. Il est devant moi à 9h, 2 hélices au semelle, une dans le dos, bout de chasse à la ceinture, très solide, dangereux. Sa technique de pilotage vient de Kerderban, dangereux, très solide. Bout de chasse à la ceinture, 2 hélices au semelle, une dans le dos. Il est devant moi à 3h. J'ai espéré ce jour et j'ai espéré ce combat. J'y ai toujours été prêt. Il m'attendait, je le savais, il m'attendait ici, en extrême amont. Il avait le temps, le combat suprême, celui qui justifie une vie. Je suis fier aujourd'hui d'être arrivé au bout. Toujours je me suis demandé quel adversaire il choisirait pour moi. J'ai longtemps cru que ce serait un maître foudre ou un autochrone de la dimension du cortoyeur. Tejerka m'avait prévenu pourtant. Le défi est toujours intime et propre à chaque combattant. Je devine ce qu'ils ont décidé. Me faire affronter celui que j'aurais pu devenir. Le guerrier que j'aurais dû être. Tu as strictement les mêmes capacités techniques, tactiques et physiques que lui. Macaque. L'atrocité est là, le même masque balafré, la crête noire identique, les cicatrices hachurées au torse, sauf qu'il a développé ses capacités à l'optimum, jusqu'à leur pleine puissance. Il sait faire tout ce que tu sais faire exactement et il sait faire plus, parce qu'il a été au bout du potentiel que j'avais à 8 ans, lui, pas moi. Le défi consiste à voir si je peux me hausser sur un duel au niveau du combattant que j'aurais pu être. Ils veulent savoir, ils veulent que je le sache. Alors bouge! Ils veulent que je le sache, ils veulent savoir. Le défi consiste à voir si je peux me hausser sur un duel au niveau du combattant que j'aurais pu être. Pas moi, lui, parce qu'il a été au bout du potentiel que j'avais à 8 ans et il sait faire plus. Ne l'agresse pas! Mais non, macaque! Il prend l'aplomb, évidemment, plus rapide en poussée, meilleur travail quotidien sur les thermiques. Il est à 5 mètres au-dessus de moi, les hélices en bouclier, prêt à parer. Et il peut jeter rien qu'avec le couple avant-bras-poignet, donc masquer sa frappe jusqu'au bout. Il a choisi de se placer délibérément en dessous. Il se sait tellement supérieur, hein. Il va m'humilier en me tuant d'une position faible. Un looping fulgurant, voilà l'envers, jeté du pied, le tranchant de l'hélice dans la carotide. Je l'ai raté contre Silène. Lui sait faire. Ce sera sa leçon, ma dernière. J'aurais voulu que Tejerka me voie combattre malgré tout. Ce n'est pas qu'il aurait été fier de moi, non, mais c'est la seule personne qui m'ait jamais aimé. T m'aurait soutenu jusqu'au bout. Il aurait faussé le duel. Il aurait su que je vais perdre et il m'aurait protégé. Le combat escamoté, il m'aurait repris en formation encore et encore, parce qu'il sait ce que je vaux. Pas si mauvais, macaque. Toi, brave potentiel, mais encore rigide du geste. Meilleure des lames et la plus flexible, sache-le déjà et toujours.
Il arme son bout sans chercher à masquer. Il est sûr de sa vitesse de bras, il n'a même pas besoin d'osciller bord sur bord. C'est la confiance que je n'ai jamais su trouver. Celle qui se dégage du combattant qui a atteint sa plénitude, celle qui fait renoncer ses adversaires à l'effronter. Je dois remonter à ce niveau, faire honneur au combat. Je feinte une frappe, il volte pour esquiver. Dans le laps, je m'élève et remonte à son altitude. Pas si mal, il est surpris. Arrêtez-vous, par pitié! Vous êtes pareil! Erg, tu ne vas pas te battre contre toi-même par les vents dieux! Mais serrez-vous la pogne, bande de trous du cul! Ne vous battez pas! Ça sert à quoi? Vous allez vous étriper! Il est déjà revenu à niveau, j'ai cru qu'il avait frappé si vite que j'étais touché. Sa feinte était si pure que j'ai suresquivé. Il pilote à merveille, il me déborde en vélocité. Je lance mon hélice dans les suspentes, un sec tendu, puis le bout en double boucle dans le dos. Il pivote sa voile, riposte au bout, puis à l'hélice. Même tactique, en plus fluide, en plus rapide que moi. J'esquive de justesse, récupère son hélice et la rétrolangue. Il esquive de justesse, récupère mon hélice et la rétrolance. Tejerka Il m'aurait esquive. soutenu. J'aurais soutenu sa présence derrière moi. J'aurais su qu'il me pardonnerait d'être si inabouti, qu'il aurait aimé quand même mon combat, qu'il aurait su y trouver des gestes justes. Il m'aurait félicité longuement d'avoir si bien protégé ma horde tout au long de la quête. Toi, très grand protecteur, macaque, et grand combattant aussi. Peut-être pas le meilleur, mais fier tu peux être du chemin. Il retrouvera mon vif, Tejerka, et il va l'enquister en lui, je le sais, avec celui de Firost. Serein, ça me rend, de savoir que ce qui souffle en plus pur et en moi, de plus actif, vivra en lui. Le reste ne mérite pas de poursuivre, n'est qu'un sac de peau jeté sur mon vif, comme un manteau crade. J'ai armé l'arbalète méca sur une esquive pour ne pas qu'il voie le coude reculer. Je viens de deviner la trajectoire qu'il va suivre. Il amorce dans le ciel un 28 vertical en ruban après un faux 343 incliné. Je l'ai réussi 2 fois en duel, 2 fois fatal. C'est une botte personnelle, rigoureusement secrète. Seule Tejerka me l'a vu répéter. Cette figure est lumineuse. Elle permet de passer par les 9 angles de tir qui ouvrent les points mortels. Elle n'a qu'un défaut. Elle emprunte 2 fois le même axe pour l'entame et le final du 8. Il suffit de se placer sur cet axe et d'attendre l'instant. Il lit ma trajectoire, sinon il aurait exécuté un W défensif en zigzag, au moins par précaution. Là, il remonte en J. Je forme le 2, je viens de deviner la trajectoire qu'il va suivre. J'ai armé l'arbalète méca sur une esquive pour ne pas qu'il voie le coude reculer. Il vient de comprendre. Il sait que je sais. Tire! Il sait que je sais, il vient de comprendre. Rec! Erg Macaon tira sur Erg Macaon, lequel tira pour sa part sur Erg Macaon. À 4 reprises, chacun. Les carreaux de l'arbalète méca perforèrent dans un rectangle délimité par la clavicule et le plexus. Leurs blessures étaient parfaitement symétriques. Et elles étaient parfaitement mortelles. Privés de pilote, les ailes partirent en feuilles mortes. Les corps suspendus dérivaient hors du cratère. Golgoth tenta un jet désespéré pour trancher les suspentes et récupérer au moins un corps. Mais ils étaient déjà trop hauts. Impuissants, nous ne pûmes que les regarder s'éloigner. Une tache rouge dans le ciel fin bleu, puis une goutte, puis plus rien que le sentiment de s'affaisser de souffrance. Golgoth me regarda. Sov s'approcha. Orochi se jeta dans nos bras. Coriolis et Tours nous rejoignirent. On se serra très fort, comme des chiots perdus.